Aujourd'hui, je te propose de découvrir le transistor MOSFET. Maintenant que tu connais le transistor MOSFET vu de l'extérieur, je te propose d'en découvrir l'intérieur. À l'intérieur de ce MOSFET, il y a un substrat qui est un semi-conducteur de type P, un drain et une source qui sont des semi-conducteurs de type N. On a donc, au niveau de la fabrication, la formation de deux diodes, puisqu'une diode, c'est une jonction PN. Donc, une jonction entre le substrat et le drain et une diode entre le substrat et la source. Or, on a vu précédemment que le substrat et la source sont reliés ensemble. Ce qui veut dire que la tension aux bornes de cette diode sera toujours nulle et par conséquent, tout se passe comme si elle n'était pas là. On a donc finalement, entre le drain et le substrat, une diode, et donc entre le drain et la source, une diode matérialisée ici. Lorsque VDS est supérieur ou égal à 0, cette diode est donc polarisée en inverse, par conséquent elle est bloquée. Il n'y a donc pas de courant qui circule dans le transistor via cette diode, et on peut considérer que le transistor MOSFET est un transistor bloqué. On procède maintenant à une légère augmentation de VGS. Si tu zoomes au niveau de la grille, tu vas voir apparaître ce qu'on appelle une capacité MOS. Alors pourquoi MOS? Parce qu'au niveau de la grille, j'ai une armature métallique, donc métal. En dessous, j'ai le diélectrique de la capacité, qui est constitué par l'oxyde de silicium SiO2. Et comme deuxième armature pour ma capacité, je dispose d'un semi-conducteur de type P, le substrat. Dès lors que le potentiel Vg est plus grand que le potentiel Vs, on voit apparaître sur l'armature supérieure de la capacité une charge Q égale à C fois VGS positive. De la même façon, au niveau de l'interface entre l'oxyde de silicium et le substrat, on va voir apparaître une quantité de charge négative égale à moins C fois VGS. Si maintenant on effectue un bilan, en effectuant un bilan, on a ici, au niveau du substrat, un semi-conducteur qui va rester de type P dès lors que VGS sera plus petit qu'une quantité que l'on notera VGSTH. On peut dresser un bilan. Au niveau de notre constitution de MOSFET, rien n'a changé. On a conservé ici une zone P. Donc par conséquent, on a conservé notre jonction PN ici en inverse par rapport à VDS. Et puisqu'on est en inverse, aucun courant ne pourra circuler à l'intérieur du transistor MOSFET et ID reste égal à 0. Par conséquent, mon transistor MOSFET reste bloqué. Donc là, on observe maintenant le modèle équivalent du MOSFET bloqué. Donc ce MOSFET est bloqué dès lors que VGS est inférieur à VGSTH. Et au niveau du modèle équivalent, c'est tout à fait semblable à ce qu'on a déjà vu pour le transistor bipolaire. Et là, tu peux constater que lorsque VGS est plus petit que VGSTH, quel que soit VDS supérieur ou égal à 0, je conserve un courant de sortie ID égale 0 et mon transistor MOSFET se comporte comme un interrupteur ouvert. À partir des explications précédentes, tu peux très bien imaginer ce qui va se passer lorsque VGS va devenir supérieur à VGSTH, qu'on appelle la tension de déclenchement du MOSFET. En effet, à l'interface entre l'oxyde de silicium et le substrat, la quantité de charge négative va devenir suffisante pour observer une inversion de la nature du semi-conducteur à cet endroit-là, qui cette fois-ci va devenir de type N. Donc ici, on trouve ce qu'on appelle le canal qui se situe dans la zone d'inversion. Donc entre le drain et la source, on voit maintenant apparaître une résistance équivalente
qui correspond à la résistance de ce canal. Cette résistance, on la note RDS-on, c'est une caractéristique très importante des transistors MOSFET. Dès lors, eh bien, un courant peut circuler dans le MOSFET entre le drain et la source par l'intermédiaire de ce canal. Lorsque VGS continue de croître, eh bien, le canal s'enrichit en électrons. C'est ce que montre cette animation. Par conséquent, eh bien, la conductivité du canal augmente, ce qui est équivalent à dire que sa résistivité diminue, et donc RDS-on diminue. Donc pour conclure, VGS augmentant, eh bien, on observe un RDS-on qui diminue. Ce que tu viens de découvrir, eh bien, c'est le fonctionnement du MOSFET dans sa zone ohmique, c'est-à-dire la zone dans laquelle on l'utilisera en commutation pour laisser passer le courant, autrement dit pour que le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Alors la réalité, eh bien, c'est que cet interrupteur aura une résistance qui sera d'autant plus petite que la tension VGS sera élevée. Alors ça, on l'observe sur la caractéristique fournie par le constructeur ici. On peut également l'observer dans la caractéristique de sortie du transistor avec ID donné en fonction de VDS et pour différentes valeurs de VGS, où on constate que la pente de la caractéristique pour différentes valeurs de VGS est d'autant plus grande que la tension VGS est grande. Or, cette pente, eh bien, elle vaut 1 sur RDS-on, et par conséquent, on aura donc bien un RDS-on petit dès lors que la pente sera grande, c'est-à-dire dès lors que VGS sera grand. Donc pour obtenir un interrupteur fermé le plus proche possible de la perfection, c'est-à-dire avec la résistance la plus faible possible, eh bien on aura intérêt à avoir un VGS le plus élevé possible. Ce fonctionnement en zone ohmique a une limite que tu peux facilement comprendre. Pour ça, il suffit d'observer le potentiel aux différents points du canal et de la grille. Donc, au niveau de la grille, eh bien, on a un potentiel qui vaut VG tout le long du canal. Si on regarde maintenant ce qui se passe côté source, eh bien, on dispose d'un potentiel VS à gauche, donc du côté de la source. Ce qui veut dire qu'on a une tension VGS, donc aux bornes de l'oxyde de silicium, donc aux bornes de la capacité côté source. On l'a vu précédemment, pour que le canal existe, eh bien, il est nécessaire que VGS soit supérieur à la tension de déclenchement du transistor MOSFET, c'est-à-dire VGS supérieur à VGS-TH. De la même façon, on peut regarder ce qui se passe à droite, donc côté drain. Donc côté drain, j'ai un potentiel VD au niveau du canal. Donc aux bornes de la capacité MOS, j'ai donc une différence de potentiel qui vaut VGD. Et d'après ce qui précède, eh bien on sait que le canal existera ici, eh bien si la tension VGD est suffisante et supérieure ou égale à VGS-TH, la tension de déclenchement du transistor MOSFET. Or, eh bien on sait que VGD c'est égal à VGS plus VSD, c'est-à-dire VGS moins VDS. Et par conséquent, VGS moins VDS doit être supérieur à VGS-TH. On en déduit une condition supplémentaire qui va donc être que VDS devra être inférieur à VGS moins VGS-TH. Donc c'est là la condition limite du fonctionnement en zone ohmique, puisque lorsque VDS sera supérieur à VGS moins VGS-TH, eh bien on va passer dans une autre mode de fonctionnement qu'on appelle le fonctionnement en mode de saturation du transistor MOSFET. L'animation suivante te permet de comprendre ce qui se passe lorsque VDS augmente. Tu vas visualiser ici l'augmentation de VDS et ici l'évolution du canal. Donc à mesure que VDS augmente, eh bien, le canal se rétrécit et on finit par atteindre une situation où on observe un pincement du canal ou pinch off. Bien, si VDS
continue à augmenter après avoir atteint le pincement du canal, eh bien, le courant ID n'évolue plus. On est maintenant dans la zone dite de saturation en courant, puisque à VGS fixé, le courant ID ne change plus, et on parle également de zone active ou de zone de pincement.